Dans cette section, nous allons explorer deux concepts fondamentaux de la philosophie, la nature et la culture. Ces notions sont essentielles pour comprendre ce qui distingue l'être humain et comment il se développe. La distinction entre nature et culture est au cœur de nombreux débats philosophiques et scientifiques. D'un côté, nous avons ce qui relève de la nature, de l'inné. De l'autre, ce qui appartient à la culture, à l'acquis. Commençons par définir la nature. La nature désigne tout ce qui est inné, spontané et qui n'a pas été modifié par l'intervention humaine. Elle représente l'ensemble des caractéristiques biologiques et instinctives. La nature englobe nos instincts, nos réflexes biologiques et tout ce qui est déterminé par notre patrimoine génétique. C'est ce qui nous est donné à la naissance, avant toute influence extérieure. La culture, en revanche, représente tout ce qui est acquis par l'apprentissage et la transmission. Elle désigne l'ensemble des connaissances, des valeurs, des pratiques et des comportements que nous apprenons en société. La culture se manifeste dans nos langues, nos traditions, nos règles de politesse, nos systèmes de valeurs. Elle varie d'une société à l'autre et évolue dans le temps. C'est ce qui nous distingue fondamentalement du règne animal. Pour mieux comprendre cette distinction, examinons des exemples concrets qui illustrent la différence entre comportement naturel et comportement culturel. L'instinct de survie est un parfait exemple de la nature. Face au danger, notre corps réagit automatiquement. Accélération du rythme cardiaque, production d'adrénaline, réflexe de fuite ou de combat. Ces réactions sont universelles et innées. Les règles de politesse, au contraire, relèvent entièrement de la culture. Dire bonjour, serrer la main, respecter les codes vestimentaires, ces comportements s'apprennent et varient selon les sociétés. Ce qui est poli dans une culture peut être impoli dans une autre. Cette distinction fondamentale nous permet de comprendre que l'être humain est à la fois un être de nature, soumis à ses instincts biologiques, et un être de culture, capable d'apprendre, de créer et de transmettre des savoirs et des valeurs. Cette compréhension est essentielle pour aborder les questions philosophiques sur l'identité humaine, l'éducation et le développement de nos sociétés. Elle nous prépare à explorer plus profondément les relations complexes entre notre héritage biologique et nos acquisitions culturelles. Cette question fondamentale interroge la nature de l'être humain. Sommes-nous simplement des animaux évolués ou existe-t-il une rupture qualitative qui nous distingue du règne animal? Commençons par examiner les comportements instinctifs. L'instinct désigne des comportements innés, programmés génétiquement, qui se manifestent sans apprentissage préalable. Observons des exemples concrets de comportements instinctifs. Un chien qui se secoue après avoir été mouillé, un chat qui arque le dos, un bébé qui saisit un objet, tous ces comportements sont innés et universels. Chez l'homme, la situation est différente. Nos comportements sont largement influencés par la culture, cet ensemble de connaissances, croyances et pratiques transmises socialement. L'éthologie, science du comportement animal, utilise des méthodes rigoureuses pour cataloguer et analyser les comportements. Cette approche scientifique révèle la complexité des patterns comportementaux. La question de la continuité se pose alors. L'homme partage-t-il des bases biologiques communes avec les animaux? Nos émotions, nos besoins fondamentaux, nos réflexes ne témoignent-ils pas de cette continuité? Cependant, une rupture qualitative distingue l'homme, sa capacité à créer, transmettre et transformer la culture. Cette dimension culturelle transcende les déterminismes biologiques. En conclusion, l'homme apparaît comme un animal culturel, enraciné dans la nature par sa biologie, mais transcendant cette condition par sa capacité culturelle. Il y a à la fois continuité et rupture. Le langage représente bien plus qu'un simple moyen de communication. Il constitue un outil culturel fondamental qui façonne notre compréhension du monde et notre identité collective. Premièrement, le langage permet la communication entre les individus. Il nous donne la capacité d'exprimer nos pensées, nos émotions et nos besoins de manière précise et nuancée. Deuxièmement, le langage assure la transmission des connaissances d'une génération à l'autre. Il permet de préserver et de partager le savoir accumulé par l'humanité à travers les siècles. Troisièmement, le langage joue un rôle crucial dans la construction de la pensée.
Il nous fournit les structures conceptuelles nécessaires pour organiser et articuler nos idées de manière cohérente. Cette diversité linguistique illustre parfaitement comment le langage reflète la richesse culturelle de l'humanité. Chaque langue porte en elle une vision unique du monde et des valeurs spécifiques. Le langage possède un double rôle fascinant. Il est à la fois un produit de la culture et un vecteur de cette même culture. Il naît des pratiques culturelles tout en les transmettant et les transformant. Enfin, le langage structure notre perception du monde de manière profonde. Les mots et les concepts disponibles dans notre langue influencent la façon dont nous catégorisons et comprenons la réalité qui nous entoure. Cette perspective géographique du langage souligne son importance dans la formation de notre identité culturelle et dans notre façon d'appréhender le monde. Le langage n'est pas neutre, il porte en lui les valeurs et les représentations de la communauté qui l'utilise. En conclusion de cette section, le langage apparaît comme un outil culturel fondamental qui dépasse largement sa fonction communicative. Il constitue le socle sur lequel se construisent nos sociétés, nos identités et notre compréhension collective du monde. Existe-t-il une culture universelle? Cette question fondamentale nous amène à explorer le paradoxe apparent entre l'universalité et la diversité des cultures humaines. D'un côté, nous observons une remarquable diversité culturelle à travers le monde. Chaque société a développé ses propres traditions, langues, coutumes et modes de vie. Cependant, malgré cette diversité apparente, les anthropologues ont identifié des valeurs et des pratiques communes à toutes les cultures humaines. Ces universaux culturels suggèrent une base partagée de l'expérience humaine. Parmi ces valeurs universelles, nous trouvons le respect de la vie humaine. Toutes les cultures, sans exception, accordent une valeur particulière à la préservation de la vie, même si les modalités peuvent varier. La solidarité et l'entraide constituent également des piliers universels. Que ce soit à travers la famille élargie, les systèmes communautaires ou les réseaux sociaux, toutes les cultures développent des mécanismes de soutien mutuel. La notion de justice, bien qu'elle prenne des formes différentes, est présente dans toutes les sociétés. Chaque culture développe des systèmes pour réguler les comportements et résoudre les conflits. L'importance de la famille et des liens sociaux transcende également les frontières culturelles. Toutes les sociétés organisent des structures pour l'éducation des enfants et la transmission des savoirs. Mais cette universalité ne doit pas masquer la richesse extraordinaire de la diversité culturelle. Chaque culture apporte ses propres solutions créatives aux défis universels de l'existence humaine. Cette diversité se manifeste dans les langues, les arts, les systèmes de croyances, les modes d'organisation sociale et les approches de résolution des problèmes. Chaque culture représente une expérience unique de l'humanité. L'importance de préserver cette diversité culturelle ne peut être sous-estimée. Chaque culture qui disparaît représente une perte irrémédiable de connaissances, de perspectives et de solutions humaines. La synthèse entre universalité et diversité révèle une vérité profonde. Nous partageons une humanité commune qui s'exprime à travers une multiplicité de formes culturelles. Cette complémentarité enrichit notre compréhension du monde. Cette perspective nous invite à célébrer à la fois notre humanité partagée et nos différences culturelles. Elle nous encourage à chercher ce qui nous unit tout en respectant et en valorisant ce qui nous distingue. La culture est-elle synonyme de progrès? Cette question fondamentale nous invite à éminer la relation complexe entre développement culturel et amélioration de la condition humaine. D'un côté, le progrès culturel apporte des bénéfices indéniables. Le développement des connaissances scientifiques et techniques a révolutionné notre compréhension du monde et amélioré considérablement nos conditions de vie. Cependant, ce progrès culturel s'accompagne également d'effets négatifs considérables. L'industrialisation massive a engendré une pollution environnementale sans précédent, comme illustre cette image de réindustriel. Les aspects négatifs du progrès culturel sont multiples. Pollution environnementale, inégalités sociales croissantes, perte des traditions ancestrales et parfois une forme d'aliénation moderne qui éloigne l'homme de ses racines naturelles. Les inégalités mondiales illustrent parfaitement cette ambivalence du progrès culturel.
Cette carte révèle comment la richesse mondiale est distribuée de manière profondément inégale, questionnant la nature même du progrès. La culture peut-elle être une source de décadence? Certains philosophes et sociologues soutiennent que l'excès de raffinement culturel peut conduire à une forme de décadence. Consumérisme excessif, perte de valeur morale, individualisme extrême qui fragilise le lien social. En réalité, la relation entre culture et progrès est dialectique et complexe. La culture n'est ni intrinsèquement progressive ni décadente. Elle est un processus dynamique qui peut orienter l'humanité vers l'émancipation comme vers l'aliénation, selon les choix collectifs que nous opérons. La culture n'est pas seulement un ensemble de pratiques et de valeurs partagées. Elle peut également devenir un puissant instrument de domination sociale et politique. La domination culturelle désigne l'usage de la culture pour légitimer et maintenir les rapports de pouvoir existants dans une société. Antonio Gramsci a théorisé le concept d'hégémonie culturelle. Ce diagramme illustre comment les groupes dominants diffusent leurs idéologies à travers les institutions. Les institutions éducatives et médiatiques créent des discours dominants qui finissent par sembler naturels et inévitables aux yeux de la population. L'hégémonie culturelle fonctionne à travers différents mécanismes interconnectés. L'art, les institutions et les discours se renforcent mutuellement. Ces mécanismes participent tous à la construction de ce que Gramsci appelait le sens commun, cette vision du monde qui semble évidente, mais qui sert les intérêts dominants. La propagande est un exemple flagrant de domination culturelle. Cette affiche Uncle Sam utilise l'autorité symbolique, l'interpellation directe et les symboles patriotiques pour créer une obligation morale. Le génie de la domination culturelle réside dans sa capacité à transformer la contrainte en adhésion volontaire. Les individus intériorisent les valeurs dominantes. Les médias et la culture populaire peuvent également servir d'outils de domination. Cette caricature politique utilise la dramatisation et l'appel aux émotions pour influencer l'opinion publique. À l'ère contemporaine, de nouvelles formes de pouvoir culturel émergent. La culture de masse et les références partagées créent de nouveaux rapports de domination. La culture populaire définit désormais qui détient le pouvoir social et symbolique dans nos sociétés contemporaines. En synthèse, la domination culturelle opère par la naturalisation des inégalités, le contrôle des institutions qui produisent du sens, la manipulation des symboles et la création d'un consensus apparent. Ainsi, la culture devient un véritable champ de bataille pour le contrôle des consciences, où se jouent les enjeux fondamentaux du pouvoir dans nos sociétés. La culture ne se contente pas d'être un simple reflet de la société dominante. Elle peut également devenir un puissant outil de résistance, permettant aux groupes marginalisés de contester l'ordre établi et de défendre des valeurs alternatives. Cette résistance culturelle prend diverses formes. Elle s'exprime dans les mouvements sociaux qui mobilisent des symboles et des récits alternatifs, dans les contre-cultures qui rejettent les normes dominantes, dans l'art engagé qui dénonce les injustices et dans le détournement des codes culturels établis. Les mouvements sociaux illustrent parfaitement comment la culture devient un instrument de résistance. Prenons l'exemple des manifestations contre la guerre du Vietnam. Les militants ont créé une véritable contre-culture, avec ses propres symboles, ses chants, ses œuvres d'art et ses modes d'expression. Les contre-cultures, comme le mouvement punk des années 70, illustrent une forme radicale de résistance culturelle. En adoptant une esthétique volontairement provocatrice et des modes de vie alternatifs, ces mouvements contestent frontalement les valeurs de la société de consommation et les normes établies. L'art engagé constitue une forme particulièrement puissante de résistance culturelle. Les murales commémoratifs, comme ceux rendant hommage aux victimes de violences policières, transforment l'espace public en lieu de mémoire et de protestation, donnant une visibilité aux luttes sociales. Le détournement culturel, ou culture jamming, représente une stratégie de résistance particulièrement subtile. En parodiant les logos et slogans des grandes marques, les activistes révèlent les contradictions du système capitaliste et détournent les outils de la communication commerciale
à des fins critiques. En définitive, la culture résistante fonctionne en créant des identités alternatives, en développant des solidarités entre les opprimés, en contestant les récits dominants et en proposant des visions du monde différentes. Elle transforme ainsi la culture en un véritable espace de liberté et d'émancipation. Le patrimoine culturel constitue la mémoire vivante de l'humanité. Il englobe tous les témoins matériels et immatériels de notre histoire collective, des monuments les plus grandioses aux traditions les plus intimes. Le patrimoine se divise en deux grandes catégories. Le patrimoine matériel comprend les monuments, les sites archéologiques, les œuvres d'art et tous les objets tangibles qui portent la trace de nos civilisations. Le patrimoine immatériel, reconnu par l'UNESCO, englobe les traditions orales, les pratiques sociales, les savoir-faire artisanaux et toutes les expressions culturelles vivantes qui se transmettent de génération en génération. Le patrimoine culturel fonctionne comme un livre ouvert sur notre passé. Il témoigne de l'évolution des sociétés, de leurs valeurs, de leurs croyances et de leur génie créatif. Il constitue ainsi un pilier fondamental de notre identité collective. La préservation du patrimoine fait face à de nombreux défis. Le temps, les catastrophes naturelles, les conflits et l'urbanisation menacent constamment ces témoins irremplaçables de notre histoire. Des professionnels dévoués travaillent sans relâche pour les sauvegarder. Heureusement, de nombreuses initiatives voient le jour pour protéger notre patrimoine. Des projets de restauration aux programmes éducatifs, en passant par les nouvelles technologies de conservation, l'humanité mobilise ses ressources pour préserver sa mémoire collective. Le patrimoine culturel transcende les frontières et les générations. Il appartient à tous et engage la responsabilité de chacun. Préserver ce legs précieux, c'est garantir aux générations futures l'accès à leur histoire et à leur identité. C'est un devoir collectif qui nous unit dans notre humanité commune. Le tourisme culturel représente aujourd'hui un secteur économique majeur, générant des milliards d'euros de revenus dans le monde entier. Cependant, cette industrie soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre développement économique et préservation culturelle. Le tourisme culturel offre des opportunités considérables de développement économique. Il permet aux communautés locales de valoriser leur patrimoine, de créer des emplois et de générer des revenus durables. Les sites historiques comme les pyramides de Gizeh attirent des millions de visiteurs chaque année. Cependant, le tourisme culturel génère également des impacts socio-culturels complexes. D'un côté, il peut contribuer à la préservation des traditions et favoriser la fierté culturelle. De l'autre, il risque de provoquer une perte d'authenticité et une commercialisation excessive des relations humaines. Le phénomène du surtourisme illustre parfaitement les risques associés au tourisme de masse. La surfréquentation des sites peut entraîner leur dégradation, polluer l'environnement et créer des tensions avec les populations locales. Les plages bondées et les déchets dans les océans témoignent de ces excès. Face à ces défis, le concept de tourisme culturellement sensible émerge comme une solution prometteuse. Cette approche privilégie le dialogue interculturel, la coopération avec les communautés locales et le respect de l'authenticité culturelle. Elle encourage les touristes à être eux-mêmes tout en respectant les cultures visitées. L'interaction respectueuse entre touristes et culture locale peut créer des expériences enrichissantes pour tous. Lorsqu'un visiteur photographie une œuvre d'art locale avec respect et curiosité, il participe à un échange culturel authentique qui bénéficie à la fois aux touristes et à la communauté d'accueil. La conciliation entre tourisme et respect culturel nécessite une approche équilibrée, impliquant tous les acteurs, gouvernement, industrie touristique, communauté locale et touristes eux-mêmes. Seule cette collaboration peut garantir un tourisme culturel durable qui préserve l'authenticité tout en générant des bénéfices partagés. La culture joue un rôle fondamental dans notre bien-être et notre épanouissement personnel. Les activités culturelles ne sont pas seulement des loisirs, mais de véritables outils de santé mentale et physique. Les recherches scientifiques démontrent que la culture a des effets mesurables sur notre santé mentale. Elle réduit le stress, améliore l'estime de soi, stimule nos capacités cognitives et aide à prévenir la dépression.
La visite de musées et galeries d'art offre une forme de méditation active. Elle permet une connexion profonde avec l'art et l'histoire, stimule positivement nos sens et combat l'isolement social par le partage d'expériences culturelles. La lecture régulière transforme littéralement notre cerveau et notre corps. Elle développe notre empathie, améliore nos fonctions cognitives, ralentit notre rythme cardiaque, améliore la qualité du sommeil et peut même augmenter notre espérance de vie. La pratique artistique active engage différentes parties du cerveau. La musique améliore la coordination et l'expression émotionnelle. Les arts visuels développent la concentration et la confiance en soi. Le théâtre renforce les compétences de communication et aide à gérer le stress. Les activités culturelles collectives renforcent nos liens sociaux et créent un sentiment d'appartenance. Elles permettent le partage d'émotions communes et luttent efficacement contre l'isolement, facteur majeur de détresse psychologique. Sur le plan scientifique, la culture déclenche la libération d'endorphines, réduit le cortisol responsable du stress, active notre système parasympathique de relaxation et favorise la neuroplasticité en créant de nouvelles connexions neuronales. En synthèse, la culture constitue un véritable médicament naturel. Elle améliore notre bien-être physique et mental, favorise notre développement personnel, enrichit nos relations sociales, prévient les troubles psychologiques et améliore globalement notre qualité de vie. La culture n'est donc pas un luxe, mais une nécessité pour notre épanouissement humain. La culture ne se limite pas à la sphère privée ou artistique. Elle constitue également un puissant vecteur d'engagement politique, permettant aux citoyens d'exprimer leurs convictions et de participer activement à la vie démocratique. L'engagement associatif représente l'une des formes les plus structurées de participation culturelle et politique. Les associations permettent aux citoyens de se rassembler autour de valeurs communes et de porter collectivement leurs revendications. Les pétitions constituent un autre moyen d'expression politique accessible à tous. Elles permettent de mobiliser l'opinion publique sur des questions spécifiques et de faire pression sur les décideurs politiques de manière pacifique et démocratique. Les manifestations représentent la forme la plus visible de l'engagement politique culturel. Elles permettent l'expression collective des revendications dans l'espace public et constituent un pilier fondamental de la démocratie participative. Ces différentes formes d'engagement illustrent comment la culture politique se manifeste concrètement dans nos sociétés démocratiques. Elle constitue autant de moyens pour les citoyens de participer activement à la construction du vivre ensemble et de défendre leurs valeurs. Nous arrivons au terme de notre exploration philosophique de la culture. Il est temps de synthétiser les idées essentielles que nous avons développées et de comprendre pourquoi la culture constitue véritablement une seconde nature perfectible. Notre parcours nous a menés à travers plusieurs dimensions fondamentales. Nous avons d'abord établi la distinction entre nature et culture, puis exploré les processus d'acquisition culturelle, analysé la diversité des expressions culturelles et enfin examiné les enjeux contemporains de la culture dans notre monde globalisé. Un point crucial de notre analyse est que la culture ne constitue pas un simple ajout à notre nature biologique. Elle opère une transformation profonde de l'être humain. La culture redéfinit notre rapport au monde, à autrui et à nous-mêmes, créant de nouvelles capacités et de nouvelles façons d'être. La culture constitue une source inépuisable de richesse et de complexité. Elle génère une diversité d'expressions, de créations, de modes de pensée et de vie qui enrichissent considérablement l'expérience humaine. Cette complexité n'est pas chaotique mais créatrice, ouvrant sans cesse de nouveaux horizons. Le concept de perfectibilité est central dans notre compréhension de la culture. Contrairement à la nature biologique qui évolue lentement, la culture peut être consciemment transformée et améliorée. Elle constitue une seconde nature, mais une nature perfectible, que nous devons sans cesse interroger, critiquer et améliorer. En conclusion, la culture représente bien plus qu'un simple vernis de civilisation.
Elle constitue une seconde nature qui nous définit profondément en tant qu'êtres humains. Mais contrairement à notre nature biologique, cette seconde nature est perfectible. Elle nous confère la responsabilité et le privilège de la faire constamment évoluer vers plus de justice, de beauté et de vérité.